Quand est-ce que vous avez pris conscience de cette importance pour vous, de cette question du temps, qui n'était pas présente comme dans les premiers ouvrages, mais quand on regarde bien, y compris même les titres des romans, tous vos textes parlent du temps, mais pas du temps d'avant, du temps de devant. Pourquoi êtes-vous aussi passionné, non pas par la prophétie, mais par l'anticipation ? Je ne saurais dire, c'est une question très psychanalytique, mais je n'en connais pas la réponse. Je sais que très passionné par la science-fiction, que j'ai lu, dévoré de façon intense, passionné par la prospective, peut-être aussi passionné par l'idée de ce que c'est que être utile, et entre être utile et laisser une trace, il y a des choses très communes. Sauf à vouloir être Hitler, si on veut laisser une trace, autant essayer d'être utile. Et je découvre assez tôt que être utile me rendait heureux. Et donc aussi penser que ça s'inscrivait dans le temps. Et puis vite, le temps s'est imposé, comme vous l'avez dit sans que je le sache, dans mon travail. Plus de 40 ans, je parle beaucoup de la musique, à la fois parce qu'une œuvre structure le temps de son écoute, mais aussi Patrice de l'avenir, et aussi parce que les enregistrements, c'est du temps cristallisé. Et enfin, parce que quand vous regardez une bibliothèque ou une discothèque, vous regardez du temps. Et je ne mourrai pas avant de les avoir lus ou de les avoir écoutés. Donc, une discothèque, une bibliothèque, il y a dans mon travail toujours l'idée que le temps structure et la condition humaine. Peut-être qu'on peut dire que le propre de l'homme, c'est la prise de conscience de l'existence du temps. Cette réflexion s'est imposée partout. Et c'est vrai que ensuite, j'ai fait beaucoup de livres de prospective sur des thèmes différents, une histoire des instruments de mesure du temps, une histoire de l'éducation, de la santé, de la propriété, de l'art, enfin beaucoup de travaux prospectifs jusqu'à une brève histoire de l'avenir qui en est la synthèse. Et là, en effet, j'ai voulu dévoiler ma méthode pour prévoir, que chacun puisse l'utiliser pour lui-même. Je crois qu'on est tous dans un monde de plus en plus poussé, et on peut expliquer assez facilement pourquoi, vers le moi d'abord, le moi maintenant d'abord, le moi tout de suite, et cette juxtaposition de narcissisme autiste et jouisseur et suicidaire, à la fois pour nous-mêmes, parce qu'on ne peut pas avoir de bonheur dans cette instantanéité, et donc j'essaye de redonner, avec beaucoup d'autres, du sens au temps. Beaucoup d'autres, pas tant que ça. Vous êtes vraiment, à travers toute cette œuvre, vous avez un rapport, vous êtes parfaitement de votre époque, vous avez été dans votre époque, vous avez été, non pas proche du pouvoir, mais proche du président de la République, François Mitterrand, pendant 10 ans, donc vous avez été le conseiller, donc vous étiez au plus près des affaires de ce monde, comme Sherpa, donc dans une actualité du monde extrêmement précipitée. Vous avez vu pendant ces 30 se déroule votre œuvre, le temps se précipiter, le monde se globaliser. Toutes vos activités sont quand même tournées, sont rarement franco-françaises. Les différentes fondations qui ont pu être, la dernière Planète Finance, évidemment tournée sur la reconstruction de l'Europe après 90, que ça soit Eureka, Action contre la faim. Oui, donc vous êtes à la fois très pressé, d'ailleurs vous répondez rapidement aux messages aux questions qu'on vous pose, vous avez accepté notre invitation en quelques secondes, puis en même temps vous avez vis-à-vis de ce temps de l'urgence, aujourd'hui de plus en plus une sorte de distance. Oui, parce que en effet, vous avez la gentillesse de dire que j'agis, c'est vrai, j'ai eu la chance d'être en situation de créer 4 institutions internationales, dont la dernière qui s'appelait Positive Planète, ouais, d'ailleurs avec certaines relations avec EDF, moins que je le voudrais, mais avec certaines relations avec EDF, on a une action de... C'est quoi Positive Planète? C'est une fondation qui travaillait d'abord surtout pour la microfinance et qui plus généralement maintenant travaille pour aider améliorer le sort des générations prochaines. Donc ça s'inscrit dans le même regard. Et améliorer le sort des générations prochaines, c'est surtout créer des conditions pour que personne ne dépende de la charité. Ils sont en situation dans la même logique. Je pense qu'il doivent être impatients et les forts doivent être patients. Or, dans le monde d'aujourd'hui, c'est exactement le contraire. Les faibles sont patients et les forts sont impatients. Et moi, j'essaye d'être patient, de m'inscrire, ayant le privilège de vivre en France, en ayant quelques moyens d'action, de vivre dans le long terme, c'est-à-dire dans la patience, mais au service de ceux qui devraient être. Mais vous croyez encore, apparemment, ou en tout cas, vous croyez quand même encore aujourd'hui aux politiques. Vous savez, quand j'ai
commencé ce travail avec beaucoup d'amis, j'ai pensé à cette phrase de Karl Marx dans un de ses derniers livres où il a fait... Vous avez écrit tout un livre sur Marx. J'ai écrit sa biographie, oui. C'est Pascal, Pascal. Le troisième. Oui, dans la collection bouquins, ils ont fait un livre. Dans une de ses derniers textes, Marx critique le programme du Parti social qu'on appelle le programme de Gotha. Et il fait un texte très sévère contre ce programme, en disant il faudrait changer ça, il faudrait faire ça, il faudrait faire autre chose. Et il termine une langue qu'il parlait couramment, ce qui n'était pas forcément nécessaire, même à son époque. Et il dit Dixi et ça, qui veut dire je le dis, mais j'y crois pas trop, je dis ça seulement pour sauver mon âme. C'est ça qui m'a animé ici. Je suis convaincu que la France est un grand pays, qu'elle peut être la plus grande puissance d'Europe dans 20 ans, qu'elle peut sortir de toutes ces difficultés, qu'elle a un avantage inouï à l'égard du reste du monde pour beaucoup de dimensions, que les Français sont un peuple extraordinaire, et que pour arriver à cela, il faudrait faire d'énormes réformes que nous refusons de faire collectivement depuis 35 ans, et qu'il faudrait faire, vu les institutions de notre pays, en une fois, au lendemain des élections présidentielles. Et pour les faire en une fois au lendemain des élections présidentielles, il faudrait que le prochain président soit élu pour les faire. Parce que on le voit chaque jour, quand on essaye de faire une réforme, je ne juge pas de cette réforme, même si la loi dont on parle en ce moment me paraît très mauvaise, mais quelle qu'elle soit, quand on essaie de faire une réforme qui n'a pas été proposée aux électeurs avant l'élection, les électeurs ont beau jeu de dire, écoutez, vous ne nous avez pas prévenus, pourquoi est-ce qu'on serait pour cette loi? Donc, je pense que nous avons une période absolument fondamentale entre maintenant qu'on nous propose ou qu'on propose des programmes et pour que, au lendemain de l'élection, les choses soient faites. Quand je crois de plus en plus que ça n'aura pas lieu. Quand nous avons commencé ce travail il y a 1 an, presque 2 ans maintenant, j'ai en effet rassemblé des talents de toute nature, de choses, à la fois de constats et de propositions sur la réforme des institutions, de l'école, de la culture, de l'énergie, enfin dans beaucoup de domaines. Et je crois qu'on a fait un travail qui montre qu'il y a un consensus. On a 17 000 Français ont donné des propositions très intéressantes qui ont été intégrées, beaucoup d'entre elles là-dedans. Donc il y a un consensus pour faire des choses, mais la classe politique ne s'y prête pas. On le voit bien, à droite, le jeu des primaires tardif fait qu'on n'aura pas de programme des présidentielles avant janvier, puisqu'ils vont se disputer sur des querelles de boutique à l'intérieur du parti pour faire des primaires sans véritable programme. Et alors où nous parlons, il n'y en a pas, il y a des lambeaux de l'esquisse de programme. Et à gauche, dans la mesure où l'actuel président de la République ne dira s'il est candidat ou pas aux institutions, il n'aura pas de programme non plus avant janvier, et donc un débat extrêmement court qui n'aura pas été préparé par des colloques qui auraient amené le pays à savoir ce qu'il veut. Et donc je crains, et on le voit tous les jours, le temps passe sans qu'il y ait de débat ni sur l'école, ni sur l'éducation, ni sur l'emploi, ni sur la formation, ni sur l'Europe, ni sur aucun des grands sujets sur lesquels des réformes considérables sont nécessaires. C'est donc que vous croyez encore, et je voulais vous demander d'où vous vient cette énergie ou cette foi du charbonnier, encore à l'idée d'un homme ou d'une femme, sinon providentielle, mais en tout cas de la capacité que les nations, les États ont de choisir quelqu'un, malgré l'Europe, malgré d'autres systèmes de gouvernance, peut, en 5 ans, voire 7 ans, parce que vous parlez de 7 ans, changer les choses. On a, à condition qu'il ne soit pas seul et que ce qu'il propose était le résultat du soutien de 25 millions de Français qui seront les électeurs, 25 c'est à peu près la moitié des électeurs, qui seront les électeurs de la prochaine présidentielle, à condition qu'on ait ce soutien et d'une majorité parlementaire qui en découlera, oui on peut le faire. Je dirais même qu'on ne peut le faire que dans cette circonstance. Dans d'autres pays c'est différent, parce que dans d'autres pays on peut réformer au fil de l'eau, parce que ces pays acceptent les réformes. Nous sommes un pays centralisé pour des tas de raisons historiques, et nous ne nous réformons que de façon brutale, par à coup. On s'est réformé en 45, en 58 et en 81. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'on a fait en 45, 58 ou 81. Mais depuis 81, rien. Absolument rien. Et un nombre considérable de réformes nécessaires se sont accumulées sur les étagères. On sait très bien ce qu'il faut faire. Oui, mais c'est plus un travail de synthèse que d'innovation. On sait très bien ce qu'il faut faire, mais on ne le fait pas parce que, en effet, la classe politique est composée d'hommes politiques et pas d'hommes d'État. Or, je pense que les Français, aujourd'hui, aimeraient avoir un homme d'État. Mais les hommes politiques ne sont pratiquement plus possibles.
Mais vous n'êtes pas découragé par l'exercice, puisque on se souvient qu'en 2008, vous aviez rédigé avec un groupe de 40 personnes 300 propositions pour sur le thème de la croissance. Nous avions rédigé un programme bipartisan sur une partie de ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire les réformes économiques. Un programme bipartisan unanime. C'était un programme unanime où il y avait des gens de la CGT, de la CFDT, du MEDEF, un programme unanime qui... Je persiste à penser que s'il avait été appliqué, la France serait dans une situation complètement différente aujourd'hui. Mais il y avait une très bonne raison pour laquelle il n'a pas été appliqué, et que je savais tout de suite en acceptant. C'est que le président de la République, qui se trouve être celui-là, je trouve, et qui malgré tout reste un ami, n'avait pas été élu pour le faire. Et donc il était normal, et même assez démocratique. C'était d'ailleurs étrange qu'il demande à quelqu'un qui n'est pas de son camp de lui faire un programme 6 mois après avoir été élu. Et il était tout à fait normal qu'il ne l'applique pas, puisqu'il n'avait pas été élu pour ça. Donc il l'a pas appliqué. Même si aujourd'hui, je l'entends avec plaisir reprendre un très grand nombre de ses propositions dans son programme ou dans les discours qu'il peut faire ici ou là, comme l'actuel président de la République. Mais c'est pas en effilochant des idées ici ou là qu'on va arriver à quelque chose. C'est en ayant une vision. Vous savez, il y a un mot allemand qu'on traduit difficilement en français, Weltanschauung, vision du monde. Si on n'a pas une vision du monde, si on n'a pas une vision de soi-même, de la place qu'on veut dans le monde, de la place qu'on veut dans la société, on peut pas avoir de projet. Or aujourd'hui, la seule vision de la France qui est véhiculée, c'était mieux avant. Si on a une vision selon laquelle c'était mieux avant, c'est fini, on est mort. Tillinac, Finkielkraut, Oui, beaucoup de... Pas seulement ça, c'est implicitement en creux l'idéologie dominante, tant à gauche, à extrême gauche qu'à l'extrême droite, et même quand par exemple quand le président de la République dit ça va mieux. Dire ça va mieux, c'est implicitement dire il y a un état normal et un état pathologique. Il faut revenir, ça veut dire c'était mieux. Donc tout le discours, toute classe confondue, rappelle parfois avec raison les mérites du temps où il était président. Ça veut dire c'était mieux quand j'étais là. Donc il y a tout ce discours. Et un pays, c'est vrai dans notre vie privée. Si on pense que c'était mieux avant, c'est fini. On va pas revenir à avant. Si on pense que c'était mieux avant, on ne va pas avancer, on ne va pas créer des conditions pour que ça soit justement mieux. Je reprends ma question quand même. Est-ce que le fait de 1981, pendant 10 ans, accompagner, comment pouvez-vous encore tolérer cette espèce de politique du vide ou d'air du vide d'aujourd'hui et pourquoi en 2011 vous vous sentez encore l'utilité ou l'énergie de questionner les candidats avec un livre qui s'appelle Candidats répondez, aujourd'hui de leur proposer quand même un travail assez exceptionnel. Parce que c'est mon devoir de citoyen informé. Comme vous l'avez dit, je fais autre chose. Je préside Positive Planet, c'est un travail considérable qui m'amène à vivre dans 50 pays en même temps, parce que nous avons des activités dans ces 50 pays et c'est passionnant. Donc, mais en même temps, je suis français, j'ai beaucoup de gratitude pour ce pays que j'admire, que j'adore. Plus je voyage, plus je comprends que nous soyons jalousés, admirés, respectés, qu'on est un pays magnifique. Et donc j'estime que c'est de mon devoir que de rendre au pays ce qu'il m'a donné, et en particulier de dire Ikatnunk, au moment où nous parlons, voilà ce qu'il faut faire. Et en plus, sans jamais vouloir intégrer ces appareils-là. Jamais vous n'avez accepté un ministère, et c'est absolument pas dans votre désir, jamais. Non. Je pense d'abord, chacun son genre de beauté. J'ai eu la chance d'agir, et j'ai encore la chance d'agir par la fondation que je préside. Mais je pense que ma parole aurait moins de poids si j'étais candidat à quelque chose. Et donc c'est aussi instrumental. Alors, entrons dans les 100 jours pour que la France réussisse. J'ai 2 lubies et j'étais très surpris de les retrouver ici, ensemble, parce que pour moi c'était 2 sujets qui n'avaient rien à voir. Et donc c'est la langue, le français, la francophonie et la mer. Et c'est deux sujets que vous traitez avec beaucoup de vigueur. Petite parenthèse sur le sujet de manière-là, c'est que qui en gros qu'on a construit des départements. Elle s'est trouvée être un des grands ports. Brest, en l'occurrence, n'a jamais été préfecture, et que dans le fond, la France tourne toujours le dos à la mer, alors qu'elle est la 2e puissance maritime, en tout cas par l'espace maritime qu'elle occupe. Et puis le français, c'est la langue, c'est la francophonie, c'est les perspectives à 2050, 2060 de 700 millions
de francophones. Il y a quand même à travers ces deux éléments qui sont la mer, une sorte, non pas de nostalgie, mais de réévocation d'une France qui passe la simple... Oui, c'est pas une nostalgie, ça fait partie des immenses atouts encore inexploités de la France. Ouais. La mer, c'est un atout inexploité, ensuite, parce que nous avons une présence outre-mer extraordinaire qui nous permet d'avoir vraiment des richesses incroyables. Et ensuite, parce que nos ports auraient pu être dans le passé et pourraient être dans l'avenir des instruments dans le passé. Aucune nation n'a été grande ou très grande si sa ville principale n'est oreilles avec Versailles, Louis XIV, etc. Au temps de Louis XIV, le niveau de vie des Parisiens, c'est le quart des habitants des Pays-Bas, d'Amsterdam. Et la capitale du monde, le New York de l'époque, c'était Amsterdam. Puis ensuite, ça a été Londres. Et les historiens ont bien montré que toutes les grandes villes qui ont dominé... c'était Lisbonne, Séville... mais justement, Lisbonne et Séville n'ont jamais été des capitales parce que même si c'était des ports, elles ont raté le fait d'utiliser les richesses de façon novatrice. Et elles sont assises sur une rente. Nous, Français, nous sommes assis sur la rente de la terre, magnifique rente. Et les Portugais et les Espagnols sont assis sur la rente de l'or et de l'argent espagnol. C'était une période de gloire, mais comme on s'est assis sur une rente, comme ceux qui s'assiedent sur la rente pétrolière ou sur la rente énergétique, ou sur la rente nucléaire, au passage, d'ailleurs, c'est pareil, en situation c'est d'ailleurs une des grandes raisons de la faiblesse française. J'ai un grand souvenir d'un échange que j'ai eu avec François Mitterrand qui m'a été très révélateur, où on parlait d'une réforme qu'il fallait faire, très importante, où il hésitait. Je lui ai tracé le portrait de ce que serait la... Et il m'a regardé avec un sourire, il m'a dit mais non, vous avez tort. On a fait riche et on sortira de toutes les catastrophes. Et malheureusement, c'est vrai. Et une des raisons pour laquelle nous n'agissons pas, c'est parce qu'on n'a pas conscience du manque. C'est parce qu'on a sentiment d'abondance. Tous les grands peuples, toutes les personnes aussi qui ont, dans leur vie personnelle, réagi, ce sont ceux qui ne sont non seulement pas contents d'être la routine, mais il y a un sentiment de peur à l'égard de ce qui pouvait arriver s'ils n'agissaient pas. Et les deux atouts que vous avez cités sont immenses. Quand on y réfléchit, la francophonie, c'est extraordinaire. C'est un potentiel énorme. Et ça a aussi d'autres avantages. D'abord parce que nous pouvons être 700 millions à parler français dans un univers où le numérique va jouer un rôle important et donc la langue va être déterminante. Mais aussi parce que ça montre que si nous avons une communauté francophone forte, d'abord, nous pouvons appartenir à une communauté autre que l'Union européenne, en plus, et non pas à la place. On peut avoir une forte intégration européenne et une forte intégration francophone. Les deux sont compatibles, avec un potentiel de croissance énorme. N'oublions pas que d'ici à 2050, s'il y a un seul chiffre à retenir dans les changements du monde, c'est qu'on va passer d'1 milliard à 2 milliards d'Africains. Et sur les 2 milliards d'Africains, en 2050, il y en aura 1 milliard qui aura moins de 18 ans. Donc si on n'est pas capable de leur donner ou de les aider à se développer, ce qui nous développera nous-mêmes, sur les 2 milliards d'Africains, il y en a au moins 500 millions qui vont venir ici. C'est évident. Ce qui se passe aujourd'hui ne sont que les tout débuts petites alertes minuscules de ce qui va bouger. Oui, puisque les 4 pays du Sahel vont avoir en 2050 280 millions d'habitants. Hein, je parle Mali, Niger, Tchad et République centrafricaine. Plus de 200 millions d'Africains. Si on n'aide pas ces pays à se développer, qui sont francophones, dans notre intérêt, le monde va exploser. Donc l'Afrique, c'est notre intérêt et la francophonie est d'abord là. La mer, c'est évidemment fondamental, mais ça se joue dans toute une série de réformes. Marseille, Le Havre sont 2 très grands ports. Le Havre devrait être pour être le premier port européen, mais on le fait pas. Par exemple, on est en train de faire 2 actions suicidaires qui sont le canal Seine-Nord, ouais, qui est suicidaire parce que ça branche Paris sur Rotterdam, donc c'est la meilleure façon de détruire nos ports, et qu'on est en train de se glorifier d'un tunnel qui va être inauguré aujourd'hui ou demain d'ailleurs, à travers la Suisse. Très bien joué, mais ça met Rotterdam en direct en relation avec Milan et toute l'Italie, en passant par la Suisse, et nous on est oubliés. Donc je vois pas pourquoi ça devrait être un jour de deuil que l'ouverture de ce tunnel. On en fait un jour de gloire. Ça montre que depuis 30 ans, puisqu'on a laissé se construire cette route qui va directement de Rotterdam à l'Italie, ça montre à quel point on a mal joué depuis 30 ans en ne considérant pas l'axe Seine comme étant le grand axe. Le Havre est le meilleur port d'Europe en termes de
profondeur, en termes de localisation géographique, il n'y a pas photo. Mais voilà. C'est pour ça que vous avez choisi Le Havre pour faire vos rencontres de l'économie positive. Exactement, c'est pour ça. Et Le Havre qui va fêter ses 500 ans l'année prochaine. 2017. Ouais. C'est intéressant d'ailleurs parce que c'est là où s'est jouée l'histoire de France. En 1517, François Ier, roi qui venait de remporter une victoire, décide à la fois de commencer à construire les châteaux de la Loire et la ville du Havre. S'il avait décidé de mettre la capitale au Havre et non pas au château de la Loire, l'histoire était totalement différente. Vous parlez d'ailleurs de ces questions de si Gorbatchev n'avait pas remplacé, enfin de toutes ces... Les uchronies, oui. Oui, uchronies. Il y a plein de choses, évidemment, dans le passé, il y a plein de choses qu'on peut reconstituer selon... parce que, évidemment, à la fois, il y a des grandes tendances longues, la mer, les ports sont des grandes tendances longues dans l'histoire, puis il y a aussi, évidemment, des événements plus anecdotiques qui ont lieu ou qui n'ont pas lieu. L'arrivée de Gorbatchev au pouvoir était une succession de hasards, vraiment de hasard, et s'il n'était pas... Vous pensez que le mur de Berlin serait tombé quand même? Non, mais je pense pas. De la même manière. Le mur de Berlin, c'est une anecdote. Le mur de Berlin était tombé depuis des mois, et les Allemands n'y sont pour rien, parce que le jour où Gorbatchev arrive au pouvoir, et où j'entends de sa bouche, dans une conversation qui était confidentielle, mais qui n'était pas secrète, où il nous dit, à partir d'aujourd'hui, nous ne tirerons plus jamais sur la foule. C'est évident, c'était fini. Il a fallu simplement 4 ans pour que les gens d'Europe de l'Est arrivent à prendre ça au sérieux. C'est d'abord les Polonais qui ont commencé à bouger, puis ensuite les autres. Et quand ils ont vu qu'on leur tirait pas dessus, ils ont franchi les frontières, c'est tout. C'était fait. Mais si ça n'avait pas été Gorbatchev, ils auraient tiré dessus. Et comme on le voit avec ce qui se passe aujourd'hui au Venezuela ou en Chine ou dans beaucoup d'autres pays, on n'aurait pas bougé, hein. S'il y avait aujourd'hui, supposons que M. Andropov, qui était un dirigeant brillantissime, mais complètement différent de Gorbatchev, n'avait pas eu de tumeur au cerveau, il était jeune, il pourrait être encore au pouvoir aujourd'hui, l'Union soviétique existera encore. Il meurt en 84 Il meurt en 84, oui. 84, après 18 mois de pouvoir. Un homme exceptionnel. Mais qui avait une stratégie complètement différente. Petite question, j'en profite d'ailleurs, parce que en 90, vous étiez toujours auprès du président Mitterrand. Est-ce que vous pensez qu'il avait la juste conception de ce que l'Europe allait devenir? Parce qu'il avait fait des propositions, je crois, à Prague, dans le fond d'un projet qui était... Oui, à mon avis, c'était le projet idéal, et je m'en flatte d'autant plus que j'ai associé à cela. Toute l'idée qu'on avait, c'était... enfin, on parle du passé, pas de l'avenir. Et puis, toute l'idée qu'on avait, c'était il faut d'abord que l'Europe devienne politique, avec peu de membres, avant de faire rentrer les autres dans l'Europe. Si on fait trop vite rentrer les autres dans l'Europe, on va diluer le projet politique européen. Et ce sera plus possible. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai proposé la création de la BERD, c'est pour créer une institution où les pays d'Europe de l'Est seraient membres pleins et entiers, et qu'il a proposé la création de la Confédération européenne pour mettre les pays européens de l'Est dans une institution européenne, mais sans les mettre dans l'Union européenne trop tôt. Mais naturellement, ça n'a pas marché, parce que les Américains et les Anglais, qui voulaient diluer l'Union européenne de tout contenu politique, ont poussé les pays d'Europe de l'Est à vouloir rejoindre l'Union européenne au plus vite. Alors dans les 100 jours, le livre dont on parle, vous rappelez que les 3 menaces aujourd'hui qui sont le chômage, nous sommes en effet cette grande puissance que vous avez décrite, et puis vous alignez un certain nombre, en effet, quand elles sont mises bout à bout, qui font qu'au-delà du fait d'être la 6e puissance économique, on abrite aujourd'hui les 2 plus grandes communautés juives et musulmanes d'Europe, que dans le fond, nous sommes bien moins conservateurs qu'on laisse entendre. Vous parlez évidemment de notre importance dans le monde et de ce réseau diplomatique. Et vous faites un certain nombre de propositions qui sont regroupées autour de trois thématiques, qui sont l'une oser, l'autre rassembler, la troisième protéger. Dans ces propositions qui sont faites, très concrètement, il y a un élément très lié à l'école, à l'égalité des chances par la lutte contre l'échec scolaire, le taux d'encadrement à l'école maternelle, le travail d'orientation scolaire, l'autonomie de l'évaluation des universités, la formation des salariés les moins qualifiés. Donc, tout un élément qui, pour vous, semble être très central dans la formation de ce qui permettra aux Français d'oser. Vous pensez qu'aujourd'hui, notre système qui n'est pas performant, notre système de formation? Non, on continue à avoir même s'il est un peu fragilisé, mais on n'a jamais eu un très bon système éducatif
même si on dépense autant d'argent que les autres, alors qu'en matière de santé, on a un excellent système et on dépense moins que les autres. Mais ça forme des gens brillants, regardez-vous. Non mais Polytechnique, l'ENA, ça permet à il y a ces écoles comme ça. De passer à mais si vous prenez Polytechnique par exemple aujourd'hui, la moitié ont un parent professeur et un autre parent professeur. C'est pas ou, c'est et. Donc il y a une reproduction sociale qui est catastrophique. Bon, même si l'école reste de qualité, il y a une reproduction effrayante. Bon. En réalité, est une machine à produire des échecs aujourd'hui et on ne s'en occupe pas. Et c'est en effet la proposition principale. Si j'avais en retenir qu'une seule là-dedans, même si une seule ne suffirait pas à changer les choses, c'est de constater que dans ce pays, si vous êtes d'un milieu social non pas riche, mais ayant un capital culturel, vous arrivez, quand vous êtes un enfant à l'âge de 5 ans, en parlant entre 1200 et 3000 mots. Si vous venez d'un milieu défavorisé, pas spécialement un milieu d'immigration, mais un milieu défavorisé, vous arrivez au début du primaire avec 300 mots. C'est fini. La vie est jouée. Vous n'arrivez pas à rattraper, vous allez mal finir. C'est ça qui sont chômeurs et qui le seront à vie. Bon. Donc, et ça n'intéresse personne parce que ça ne vote pas, les enfants votent pas et on s'occupe pas dans le gangstérisme ou dans le chômage à vie ou pire dans la violence. Donc, une réforme majeure serait, maintenant on sait qu'il faut le faire, dans les écoles maternelles des quartiers difficiles, un taux d'encadrement très supérieur aux autres, de façon à ce que l'école maternelle remplace un enseignant pour 3 enfants. Le compte, là, non, on en est à 8, 8 c'est ça. 1 pour 8 en maternelle. Il faut passer à 3. C'est pas très cher. En année pleine, ça coûte 3 milliards, ce qui est à peu près inutile à mon sens des rythmes scolaires. Mais ça a un impact à long terme énorme. Mais comme l'impact n'est qu'à 20 ans, tout le monde s'en moque. Si vous faites ça maintenant, c'est pas vous qui le faites qui allez en avoir les bénéfices, c'est dans 20 ans. Voilà. Et personne ne s'occupe de l'impact qu'il aura dans 20 ans. Alors encore moins si le président ou la présidente que vous souhaitez ne fait qu'un mandat. C'est ce que vous préconisez. Non, ce que je préconise, c'est qu'il fasse un mandat de 7 ans, oui. Non renouvelable, qui lui permet justement d'agir pour la postérité, non pas pour sa réélection. Quand on agit pour la postérité, on peut faire des choses qui permettent de rester dans la durée. Quand on ne s'occupe que de sa réélection, on fait tout pour ne rien faire, parce que le sentiment que quand on fait des choses, on ne peut que cristalliser. C'est pas la peine, quand on lit ce livre, de chercher le président ou la présidente que vous avez en tête, parce que comme vous avez fait le livre à plusieurs, je pense que chacun avait peut-être son avis sur le sujet, mais c'est pas du tout le sujet du livre. D'ailleurs, au bout du livre, quand on termine, on se demande qui pourrait être. Certainement pas. Il annonce ça, mais en fait pas du tout. Quand on voit un certain nombre d'éléments sur la fiscalité, ça n'est pas forcément non plus tout à fait François Hollande, parce que. Non, mais là vous faites jouer un jeu qui est plutôt flatteur pour eux, parce que vous allez comparer ce livre à leur programme, mais ils n'en ont pas. Donc François Fillon vous dira qu'il est le seul à en avoir un. Non, c'est vrai qu'il est le seul à avoir une esquisse de programme. Elle est très incomplète, mais au moins elle a l'avantage d'avoir été tentée. Donc, en effet, la meilleure façon de ne pas cacher un secret, c'est de ne pas en avoir. Oui. Donc, Dida, qui serait derrière ce programme, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas d'agenda, d'aucune façon. Pour moi, ce livre est fait pour les Français, pour que les Français lisent aux hommes politiques qu'ils rencontrent ou aux journalistes qu'ils peuvent rencontrer. Bon, alors, quel est votre programme à vous ? Et par rapport à celui-là, comment vous passez-vous ? Ce programme montre qu'on peut réformer en peu de temps, et que si on fait ça, tout le monde y gagne de s'y plonger. Alors si on comme je dois pas que la salle puisse. On termine juste avec les deux autres thèmes qui sont rassemblés et protégés. Merci, parce que vous insistez sur le rôle de la culture dans la société, que vous placez presque au même plan, exactement au même plan que la question de la sécurité. Vous insistez sur le fait qu'il faut vraiment le commun. La création du commun passe par la culture. La culture, c'est beaucoup de choses.
C'est beaucoup de réformes qui sont en effet détaillées ici, mais qui sont d'abord l'éducation artistique, qui est fondamentale, et l'apprentissage de la découverte de ce que chacun d'entre nous porte en soi un talent spécifique et que le rôle est de le découvrir. Mais est-ce que, alors, sur le dernier thème, protéger, est-ce que vous n'êtes pas un peu parano parce que vous proposez qu'on consacre 2% du PIB au budget de la défense nationale? C'est pas très dans l'air du temps, ça, non? D'abord, ce projet a aussi l'avantage d'avoir été chiffré et d'être complètement cohérent d'un point de vue financier, mais en effet, nous proposons de n'augmenter comme budget que le ministère de la Défense pour passer à 2% du PIB. Malheureusement, c'est nécessaire. Le ministère de la Justice, dont nous avons constaté à quel point c'était une situation scandaleuse, en particulier la situation des prisons. Je vous invite à lire le chapitre sur les prisons. Vous y verrez le scandale de cette machine à fabriquer de la violence qui est devenue la prison. Et l'école maternelle dont j'ai parlé tout à l'heure, et le budget de la culture, qui sont les seuls budgets dont nous proposons qui soient augmentés. Le reste, on peut faire avec des réductions significatives. Nous proposons d'ailleurs des réductions symboliques très importantes, députés à 200 députés, ce qui nous met d'ailleurs en situation d'en avoir 2 fois plus que les Américains, et à 50 sénateurs. Ce qui est aussi une façon de commencer à réduire les coûts de superstructure, réduire le nombre de collectivités territoriales. Nous avons plus de communes, comme vous savez, en France, que dans la totalité des pays d'Europe réunis. Donc oui, on a plus de communes que... Nous avons plus de communes en France que dans tous les pays d'Europe réunis. Ce qui n'est pas forcément nécessaire. Non, dans les classements, en effet, on est premier, mais c'est pas forcément la place enviable. On va profiter du temps qui nous reste pour, en effet, vous proposer de poser des questions. Je ne sais pas s'il y a un micro, ça serait bien. Je peux prêter le mien. Donc, sur les thématiques, puisque nous sommes chez EDF, il y a aussi un chapitre sur l'énergie. L'énergie. Ah oui. Est-ce qu'il y a des questions? Toujours un peu lent, hein, donc. Il y a même un micro pour la question. La dame est ici. Bonsoir. Moi, j'avais une question. Pourquoi Le Havre et pas Cherbourg? La position géographique du Havre est à la fois en termes de eau profonde. D'autre part, Le Havre est plus proche de la Flandre et de la Grande-Bretagne, donc les transports terrestres sont moins grands, et la distance entre Le Havre et Paris est moins grande que Paris, et en plus le Havre bénéficie de l'axe Seine et de la possibilité du transport fluvial. Donc la position géographique, mais Cherbourg est un poste, et qui doit être, comme il est d'ailleurs aussi, un poste militaire majeur, mais le port commercial majeur, c'est, vu sa position géographique à la fois à l'égard de l'Interland, des terres et des autres zones de débouchés, c'est Le Havre. Monsieur. Bonjour, une question rapide. Vous avez indiqué que vous redoutiez la dictature de l'immédiat, mais il me semble aussi que vous avez certaines réserves face à la dictature de l'avenir, et notamment en matière d'écologie. Donc, juste entendre comment on s'en sort entre la dictature de l'immédiat et la dictature de l'avenir. Vous avez raison. Et sur l'écologie, éventuellement, peut-être avoir votre position un peu sur... Vous avez raison. Enfin, vous avez raison. Je dis, c'est vrai qu'il y a... il y a le risque de la dictature du long terme, parce que si on ne s'en occupe pas, et si on ne crée pas les conditions d'intégrer le long, un jour viendra où la situation sera si tragique qu'on préférera se confier à une dictature. Et c'est souvent comme ça dans l'histoire. Si vous regardez la naissance de la social-démocratie, d'un État interventionniste, que souvent on l'attribue à Roosevelt et à la politique. Il faut se rendre compte que le premier à appliquer cette politique du welfare, que le deuxième c'est Lénine, que le troisième c'est Hitler et que Roosevelt n'est que le quatrième. Donc souvent dans l'histoire, on a mais d'autres, les bons systèmes commencent par leur caricature totalitaire. Et aujourd'hui, une demande de long terme qu'on voit apparaître dans 2 ou 3 discours contradictoires, c'est une partie du discours écologique fondamentaliste, la dictature, qui d'ailleurs remet en cause la démocratie, puisqu'on n'accepte pas les votes démocratiques au nom de l'écologie. C'est le populisme, qui dit il faut imposer la dictature du long terme, c'est la nation qui est la seule entité. Et puis il y a le fondamentalisme religieux. Et pour l'instant, ces fondamentalismes sont en opposition. C'était d'ailleurs fascinant de voir qu'en Autriche, ce sont 2 fondamentalismes qui se sont exprimés, puisque c'était une opposition vert-brun.
Moi, ce que je crains, c'est qu'un jour, il y ait un parti politique qui soit à la fois écologiste et fondamentaliste religieux et populiste. C'est ça l'idéologie dangereuse. Et Mélenchon, alors non? C'est une idéologie dangereuse. Non, je ne crois pas qu'il soit religieux, mais voilà. Là, ça sera extrêmement dangereux. Et donc, il y a une course de vitesse entre une démocratie capable d'intégrer le long terme et les dictatures. Il y a une petite réforme qui est passée inaperçue, mais qui est à mon avis très symbolique. La ville de Paris vient de décider de remplacer son conseil économique et social par un conseil des générations futures. Et donc a donné un droit de vote facultatif aux générations suivantes qui vont... Ce conseil des générations suivantes va juger des décisions à venir de la ville de Paris en fonction de leurs conséquences à 20 ans. Si on ne fait pas ça, il y aura un jour une dictature du long terme. En arguant du fait qu'au fond, regardez quels sont les pays qui marchent. Hein. Moi, je vous fais tout le discours. C'est quoi les pays qui marchent? Singapour, dictature. La Chine, dictature. Le Vatican, etc., etc. Russie, etc. Bonsoir. Dernière question, si vous voulez bien. Oui. Merci pour la présentation. J'ai compris donc que pour les présidentielles, il faut un programme et un candidat pour l'incarner. Là où j'ai un peu quelque chose m'échappe, c'est que vous avez un très bon programme, mais il n'y a personne pour l'incarner. Et donc ma question, c'est pourquoi vous ne voulez pas le faire? J'ai dit tout à l'heure, discréditerait le programme. Parce que ça montrerait que tout ça n'est qu'une tentative pour avoir une volonté personnelle. Je voudrais que d'ici à la fin de l'année, on ait un débat sur le fond. Qu'on ait en quelque sorte une primaire des programmes avant une primaire des candidats. J'espère que d'ici à la fin de l'année, un ou des candidats auront soit repris ce programme, soit des programmes aussi ambitieux que celui-là. Si à la fin de l'année, c'est pas le cas, mais j'ai le sens du ridicule. Les institutions sont tellement faites que aujourd'hui, quelqu'un qui veut être candidat à une présidentielle ou ne peut pas y arriver, parce que le système est totalement verrouillé, et là, plus c'était encore dans les dernières semaines, ne fera qu'1% des voix. Donc, si la seule hypothèse dans laquelle je pourrais imaginer que personne ne reprenne ce programme ou un programme équivalent, ce qui est une hypothèse vraisemblable, et que qu'à la fin de l'année, les conditions soient ouvertes pour qu'un outsider puisse avoir une candidature crédible. Mais je n'ai pas envie d'aller me présenter aux élections et de faire 2% des voix et ainsi, je suis un homme de gauche, participer de ce que le candidat de la gauche passerait derrière les autres et serait discrédité. Donc je ne vois pas dans quelle hypothèse quelqu'un qui ne serait pas... C'est malheureux à dire, mais je le ressens comme ça. Quelqu'un qui ne serait pas du système aujourd'hui puisse passer. Sauf si d'ici à la fin de l'année, il y aurait une sorte de vague populaire énorme qui se lèverait en faveur d'un changement et de candidats nouveaux. On le voit d'ailleurs, ça existe. L'intérêt des gens pour des gens nouveaux. Moi, je suis convaincu que 90% des Français voudraient qu'aucun des candidats aujourd'hui pressentis ne soit même candidat. Les Français veulent quelqu'un d'autre. Mais vous dites de celui qui était dans votre commission qu'il incarne cette politique du vide, non pas vous parlez d'Emmanuel Macron. Il n'a pas de programme et il représente justement l'intérêt du nouveau, mais rien d'autre. Rien d'autre. Pour l'instant, ça peut changer. Il peut être, lui ou d'autres peuvent être différents, mais. Est-ce que vous avez conscience que vous... Il n'était pas dans cette commission-là. Non, bien sûr, absolument, tout à fait. Dans la commission de 2007. Est-ce que vous avez conscience qu'en 2017, vous risquez quand même d'être déçu? Parce que... j'aurais fait mon devoir et j'aurais montré avec d'autres au pays que ce pays a les moyens de réussir et d'être un grand pays. C'est pas une consolation suffisante. Mais au moins, nous aurons montré que quelque chose était possible. Et ça dépend de vous. Hein. Ça dépend de vous. Ne vous plaignez pas des hommes politiques, ils sont ce que vous en faites. Je vous remercie. En tout cas, vous êtes très optimiste. Et lisez 100 jours. Donc vous allez rejoindre la Bohème, là. Ça se passe bien, la pluie n'a pas... J'ai la chance d'avoir plusieurs vies en même temps ou successives. Là, je viens de découvrir une vie nouvelle absolument passionnante. Là, je vais mettre en scène le 4e acte ce soir et regarder tout ça. Ce qui peut vous arriver de mieux en 2017, dans le fond, c'est quand même de continuer ce que vous aimez faire, c'est-à-dire écrire des livres, être avec la musique. Si j'étais égoïste, oui, mais je ne le suis pas seulement. Mais c'est vrai que j'espère continuer aussi en 2017 à diriger des orchestres et à mettre en scène des opéras.